nous avions vu qu'on essayait de trouver l'aire qui est en dessous d'une courbe et on avait fait la fonction carré. La fonction carré, je vous rappelle qu'elle était représentée par une partie de parabole qui était définie en 0 et 1. Vous vous rappelez qu'on avait fait comment pour estimer l'aire? Qui c'est qui peut me dire? Oui. On avait en gros fait un triangle, 0, 1, 1, 1 et 0, 1. On a dit que c'était en dessous. Alors ça, c'est une façon d'estimer l'aire, mais elle était très très grossière. C'est vrai, on pouvait trouver des figures qui permettaient d'être un petit peu à côté, en dessous, au-dessus. Mais il y avait quelque chose de beaucoup plus précis. Oui, Léna. Voilà, on avait divisé cet intervalle-là en des petits morceaux et on avait construit des bâtons et après des rectangles. Et le but, c'était de faire quoi? Quel était le but de faire ça? Rappelez-vous ce qu'on avait fait la dernière fois. Calculer la somme des aires des rectangles et avoir une approximation. Et le but ultime, c'était pas de rester sur un nombre fixe comme ça. Oui. On faisait pareil avec des rectangles supérieurs. Et surtout, ce qu'il fallait faire après coup, c'était quoi? Et oui, c'est surtout faire tendre le n vers l'infini, le n étant le nombre de segments qu'on avait formés en divisant l'unité. Donc chaque segment avait donc une longueur de 1 sur n. Ça, c'est ce que vous vous rappelez. Donc on était arrivé à un encadrement, et c'est pour ça que tu parles de théorème de Jandard, où l'aire qu'on cherchait, elle était comprise entre une suite UN qui était formée par la somme des aires des rectangles en dessous de la courbe et une suite VN qui était formée par la somme des aires des rectangles au-dessus. Et on avait fait tendre n pas vers l'infini. On avait trouvé, avec le groupe de l'après-midi, je crois, ça il faudra le récupérer, que la limite de UN était égale à 1 tiers. C'était une forme indéterminée où il fallait mettre les n en facteur. Le groupe que j'ai vu après, on a continué ça. Et on avait trouvé que la limite de la suite Vn en plus l'infini est égale à 1 tiers. Or, le théorème des gendarmes nous dit que si la limite à gauche et la limite à droite sont égales, c'est que l'expression qui est au milieu fait quoi? Donc, le théorème des gendarmes nous avait permis de conclure que le A est égal à 1 tiers. Alors, pourquoi, d'après vous, je n'ai pas parlé de limite de A, mais j'ai parlé de A? Oui. Comme il y a une borne, c'est fixe. Voilà. En fait, quand cette aire A, elle est fixe. Je vous rappelle que cette aire, c'était la partie qui était en dessous de la courbe et après délimitée par quoi? L'axe des abscisses et les bornes d'équation x égale 0 et x égale 1. Donc là que nous cherchons, c'était celle-ci en fin de compte. Ça, c'est l'aire A que nous cherchons. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on vient de voir que on pouvait trouver la valeur exacte de cette aire. Alors qu'il n'y a pas de formule qui nous permette de le calculer parce que c'est pas un triangle, c'est pas un carré, on ne connaît pas d'aire de ce genre de figure. C'est là où on va être ingénieux et on va fabriquer de nouvelles notions qui va s'appeler l'intégrale d'une fonction sur un intervalle. Alors pourquoi je parle d'intégrale d'une fonction sur un intervalle? Pourquoi il y a autant de mots dans mon expression? Qui c'est qui peut me dire? Oui. L'intervalle d'une fonction, c'était l'intégrale d'une fonction, parce qu'il faut bien qu'on parle de quelque chose, donc là on cible la fonction. Il faut bien déjà qu'on ait une courbe représentative d'une fonction. Et après sur un ensemble, parce que si, imaginons, il y a une suite qui tend vers plus l'infini, on ne pourra pas déterminer l'aire. Oui. Alors, il s'avère que si, en vrai, tu peux trouver des intégrales avec des bornes infinies, ce qu'on appelle des intégrales généralisées, mais ça sera au programme de l'année prochaine, ceux qui continueront les maths. Mais en tout cas, ici, on est obligé d'avoir des bornes pour pouvoir après calculer ce qui va se passer entre ces bornes. Alors, la notation. Si on regarde un petit peu ce que j'ai écrit en définition 1, j'ai donc écrit, est-ce que vous voulez que je zoome un peu?
Alors, cette définition 1, on regarde un petit peu ce qu'on va définir en termes d'intégrale. Je pars sur une fonction qui est continue et positive. Pourquoi continue? Je vous en avais un petit peu parlé. Pourquoi cette fonction elle doit être continue? Oui. On va pas faire l'air, parce que son nom c'est entre l'axe et l'abscisse. Ouais, parce que continue, vous vous rappelez, en gros, ça veut dire quoi une fonction continue? C'est qu'il n'y a pas de trou. On peut la dessiner au stylo sans lever le stylo ou la main. Bon, sachant que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, vu qu'elle est continue, je vais avoir une partie qui va se délimiter entièrement. Cette fonction doit être positive. Alors ça, on n'a pas trop insisté, mais d'après nous, pourquoi cette fonction doit être positive? Il y a un truc hyper important. Quand j'ai fait les suites, j'ai calculé quoi? La somme des termes et, donc, du coup, et des images. Ah, oui. Or, si votre fonction est négative, la somme des images va être comment? Négative. Est-ce que vous connaissez une aire géométrique qui peut être négative? Alors, justement, après on va se rendre compte que pour l'instant je vais rester sur des fonctions positives parce que ça va m'arranger. On va se rendre compte qu'on pourra prolonger sur des fonctions qui vont... Que la vérité n'existe pas vraiment. Tout dépend de quoi? De postulats. C'est-à-dire au départ on va définir des choses et on va dire qu'à partir de ces choses-là, une théorie complète va se mettre en place et c'est une théorie qui sera commune à un ensemble de personnes. En général, ça s'appelle des mathématiciens. Mais la notion de vérité en mathématiques n'existe que parce qu'il y a un ensemble de personnes qui sont d'accord sur un principe intellectuel de raisonnement qui part d'un postulat qui est complètement subjectif au départ, mais en tout cas, à partir de ce postulat, ça ne devient plus subjectif, ça devient un raisonnement mathématique. Donc les définitions, elles sont primordiales en mathématiques. C'est pour ça que ça s'appelle définition, ça ne se démontre pas. Donc ma définition, je suis donc partie sur une fonction qui était continue positive parce que je voulais des aires géométriques, et que à partir de là, je me suis définie sur un intervalle AB, et l'intégrale sera définie comment? Ben, ça sera l'aire entre la courbe représentative de la fonction, les bornes x égale 0 et x égale 1, et l'axe des abscisses. Ben, ça, c'est ma définition de l'intégrale. Et pourquoi c'est intéressant de parler d'intégrale en ce sens? Qui c'est qui peut me dire quel est l'intérêt de parler d'intégrale en termes d'aires géométriques? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des aires? Rappelez-vous, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez en primaire pour des aires de figure? Oui. J'ai un problème pour la résoudre. Avec des aires? Ah oui, c'est un problème, je voulais. Oui, Par d'accord. exemple, on a une petite de skate et qu'on veut la peindre. Alors déjà, ce qui est intéressant, eh ben, il y a des sujets de bac qui sont tombés sur ça. Voilà, il y a des pistes de skateboard et on veut savoir combien on va peindre, on va payer le peintre. Et pour ça, il faut connaître la surface qu'il y a à peindre. Alors ça, c'est le problème concret. Mais en vrai, c'est un peu de bricolage en mathématiques. Mais ce qui est intéressant au niveau des aires, c'est que les aires, on peut les découper. Les aires, on peut les comparer. Et si on peut découper des aires et on peut comparer des aires, ça veut dire qu'on va pouvoir découper des intégrales et comparer des intégrales sans faire aucun raisonnement autre que une aire est en dessous de l'autre, une aire plus une autre fait encore une autre aire, etc., etc. Et ça, c'est ingénieux comme tout. Donc on va essayer de voir maintenant si vous savez calculer des intégrales. Vous allez me dire, quoi, calculer des intégrales? Mais on n'a pas appris. Mais si, qu'est-ce que je vous ai dit? Une intégrale, c'est quoi? C'est l'aire entre la courbe représentative d'une fonction, l'axe des abscisses et les bornes x égale a, x égale 1. Première aire, notation. Ça, je ne l'ai pas encore dit. La notation pour une intégrale. Il y en a qui ont déjà vu le petit symbole intégral. Le petit symbole intégral, c'est ça. Alors, on va écrire en noir, on y verra mieux. Ah, c'était l'aire que je cherchais. Je vous rappelle que j'ai défini l'intégrale. Comment, Quentin? Comme l'aire d'une partie en dessous de la courbe, l'axe des abscisses et les bords. Donc c'est pour ça que je me permets de l'appeler A. Ok? Et comment on va noter cette aire? Une intégrale, ça se note avec une sorte de... Je ne sais pas, l'appelez comme vous voulez. Un symbole. Bon. Sauf que là, si j'écris que ça, ben, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, on va déjà écrire les bornes.
La borne d'en bas, d'après vous, ça va être la borne la plus petite ou la borne la plus grande? Attention, c'est compliqué. La plus petite, la borne d'en bas. Ici, la borne la plus petite, c'était combien? C'était 0. La borne d'en haut, la borne la plus haute, 1. Jusqu'à là, ça va. Entre 0 et 1. Le 1 en ordonnée ou Alors, le 0 et le 1, justement, pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors, quand je note comme ça, j'en ai aucune idée. Vous le savez, parce que j'ai fait l'activité, mais quelqu'un qui voit la notation pour la première fois, il n'en a aucune idée. Ici, est-ce que j'ai fait intervenir la fonction de départ? Non. Alors, imaginons que cette fonction, je l'appelais f de x. Ben, je vais peut-être la faire intervenir ici. Je vais écrire f de x. Jusque là, ça va? Eh bien, ça ne suffit pas encore. Pourquoi? Vous vous rappelez comment j'ai fait l'approximation de cette R? Rappelez-moi comment on a fait l'approximation de cette R. Oui. On a calculé la limite de celle d'en dessous et celle du dessus. Et la base parce que la base de départ, je pense que ça veut dire la même chose. La base, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? On a saucissonné. Si tu veux saucissonner. Oui, on a découpé l'intervalle de départ en petits intervalles de plus en plus petits. Mais on est sur quel axe ici? Les abscisses. La notation en physique différentielle, vous en avez déjà parlé ou pas? Non. Le dm sur dt. On vous a dit ce que c'était dm sur dt ou dv sur dt pour avoir l'accélération. Alors, on vous a dit que c'était une nouvelle notation pour dériver. Je crois que c'est un peu plus complexe que ça. Le dx, ça veut exactement dire ce que je vous ai montré en vous parlant des rectangles. D, ça s'appelle différentiel, c'est que je prends des petits morceaux de x qui sont de plus en plus petits. Et est-ce que c'est ce que j'ai fait en pratique? J'ai découpé en morceaux et j'ai formé des dx. Et ces dx vont me dire que à la base, quand je fais ce découpage, mon découpage, je dois avoir un nombre infini de segments. Donc la largeur d'un segment doit tendre vers 0. Et si on pouvait s'amuser un peu en terminale, mais on n'a pas le temps, eh bien moi je pourrais aussi découper sur des dy. Mais si je découpais sur des dy, je calculerais quelle aire en fait. L'aire qui serait ici. Et il faudrait que ma fonction elle soit plus en fonction de x, elle soit en fonction de y. Et on peut découper dans l'espace. Et c'est ça qui est intéressant. On peut faire des intégrales doubles, des intégrales triples. Et on aura des dx, des y, des z. Après, en dimension 4, je ne sais pas trop ce que c'est, parce que quand on fait la 4e dimension, on rentre dans un autre monde. Mais en tout cas, ça, c'est très ingénieux. Est-ce que tout le monde a compris la notation? Donc, l'intégrale veut dire quoi? Ce symbole. Le 0 et le 1 veut dire quoi? Les bornes. Le f de x veut dire que j'ai introduit la fonction d'équation y égale f de x. Et le dx veut dire quoi? Que j'ai découpé par rapport au x. Voilà pourquoi certains vous avez pensé que j'avais perdu 1h30 la dernière fois en vous parlant de mes rectangles. Et voilà pourquoi moi je savais qu'en vous en parlant, c'était pas du temps perdu parce que vous comprenez pourquoi il y a un ellipse. Tout le monde le comprend ou pas? Bon. Donc ici, la notation, si je devais l'écrire, ça serait donc l'intégrale de 0 à 1 de la fonction carré dx égale 1 tiers, puisque c'est ce qu'on a montré avec le théorème de Legendre. Mais par contre, là, c'est très long. Vous allez voir que je ne vais pas m'amuser à faire ça tout le temps et on va apprendre une nouvelle technique qui fera appel aux primitifs. Et ça sera beaucoup plus facile. Je continue. Maintenant, je vous ai dit, vous savez calculer des intégrales. Eh bien, on fait un essai. Regardez la deuxième figure que je vous ai donnée. Celle-ci. C'est un rectangle. Ça m'arrange parce que si je sais calculer l'aire d'un rectangle. Alors, est-ce que Quentin, tu veux essayer de me dire comment je peux désigner l'aire de ce rectangle à l'aide d'un symbole intégral? Ma fonction ici, elle fait quoi? Donc, je refais la figure ici pour qu'on puisse bien voir. Donc, j'ai donc une fonction ici qui est constante. Sa valeur passe par la valeur 3. On est d'accord? Et je m'intéresse à l'aire qui est entre la borne -1
et la borne 1. Voilà la figure que je cherche. M'intéresse à cette terme-là. Quant à elle, tu peux donc m'écrire en symbole intégral cette terme. Parce que je te rappelle que par définition, on appelle intégrale d'une fonction f sur un intervalle donné l'aire entre la courbe représentative, l'axe des abscisses et les bornes de chaque côté. On symbole intégral. Donc on commence par faire quoi? Voilà, ce symbole. Ouais, ben voilà, un S. Après, on met quoi? Les bornes. Donc moins 1 et 1. Moins 1 et 1. Quelle fonction? Y égale 3. Alors, est-ce qu'on écrit y égale 3 à l'intérieur? C'est quoi ta fonction? Oui, mais qui est égale à quoi? Oui, qui est égale à quoi? Donc, je te rappelle que on va découper en dx, donc il ne faut pas de y dedans. Le dx ne connaît pas le y, le dx. Le dx ne connaît que le x. Sinon, ça s'appellerait dy. En mathématiques, les choses qui se ressemblent se rassemblent. Ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie. Je le précise. Plus on se ressemble, moins on s'assemble. Non, c'est pour dire que les différences sont intéressantes dans la vraie vie. Mais en mathématiques, les choses qui se ressemblent se rassemblent. Donc, je ne veux pas de y. Si tu mets un y, l'intégrale ne le reconnaît pas. Donc, comme je te dis que je ne veux pas un y, le y est égal à quoi? 3 dx. Oui, tu vas me dire, il n'y a pas de x dans 3. C'est vrai, c'est pas de x dans 3. Oui, mais la fonction qui a x associé 3, elle existe, malgré tout. Mais elle ne va pas varier. C'est pour ça qu'il n'y a pas de x. Donc, le cours te dit que l'intégrale entre moins 1 à 1 de la fonction 3 dx est égale à quoi? Oui, mais à l'aire du rectangle. Est-ce que tu peux me dire combien vaut l'aire du rectangle? Là, c'est la hauteur, il faudrait que tu me trouves la largeur, sachant que les bornes vont de moins 1 à 1. 3 en hauteur et 2 en largeur, donc. Voilà, 3 fois 2, 6. Alors 6 quoi? Unité d'air, oui, parce qu'on ne peut pas dire des mètres carrés ou des centimètres carrés, parce que si vous avez bien remarqué, je n'ai pas mis d'unité sur mes axes. Donc on appelle ça des unités d'air. Alors, ça m'intéresse assez, les unités d'air, parce que vous allez voir que dans les sujets, on va vous demander un résultat d'intégrale en unité d'air, et on va vous demander après en centimètres carrés. Tu peux effacer là juste ça? Alors, pourquoi ça m'intéresse assez? Petite remarque, attention. Je vous fais un graphique avec un repère qui est le suivant. Je vais dire que ma première unité, elle est formée de 2 cm et ma troisième unité est formée de 3 cm. Vous comprenez ce que je fais là? Je fais un repère où mon échelle, elle est de 2 cm pour une unité sur les x et de 3 cm pour une unité sur le y. Une orthogonale, si tu veux, je vais en avoir besoin de toute façon pour calculer des airs. Qu'est-ce que ça serait une unité d'air ici? C'est quoi une unité d'air? Oui? 2 fois 3. Alors, une unité d'air, c'est bien le petit carré qui se forme ici. Alors, c'est un carré parce que longueur, largeur, c'est la même, mais un carré, c'est un rectangle, tu as aussi raison. C'est aussi un rectangle. Ah non, si il fait 2 et l'autre 3, c'est pas un carré. Alors, attention. Unité d'air. C'est un carré en termes d'unité. Mais je suis d'accord avec toi, en termes de centimètres, ce n'est plus un carré. Mais en termes d'unité, tu as 1 et tu as 1. Mais si on n'est pas dans le même monde. Voilà, on n'est pas dans le monde où on prend un dessin, un double décimètre. C'est sûr que 2 sur 3, ça fait un rectangle. Mais en termes d'unité d'air, c'est bien 1 sur 1. Mais en termes de géométrie plane, oui, je suis allée trop vite. En termes de géométrie plane, c'est vrai que 3 cm sur 2 cm, ça ne fait pas un carré, ça fait un rectangle. Mais c'est ça qui est assez bizarre. Mais mon carré, alors d'ailleurs on dirait un carré alors qu'à la base c'est pas la même unité, donc hop, on va quand même faire un rectangle à vue d'œil. Voilà, il est comme ça. Donc 1 fois 1, ça fait combien? 1. Donc si je calcule l'aire
Ce rectum, c'est vrai que c'est pas un carré en termes de géométrie plane, hein, donc des fois je me trompe, et tu as raison de me le dire. Donc, mon rectangle ici, qui est 3 sur 2, il fait une unité d'air. Donc, unité d'air, on va le désigner UA. UA, pourquoi? Parce qu'en mathématiques, on n'a pas d'imagination. Unité d'air. Est-ce que j'ai besoin de l'écrire? Non. Bon, je vais l'écrire quand même parce que des fois vous oubliez qu'on n'a pas d'imagination mathématique. Donc UA, c'est pas vrai, hein, je précise, hein, parce que tu ne me connais pas trop, mais on a beaucoup d'imagination, mais on est basique des fois. Donc unité d'air. Ah, j'aime bien le mot basique. Ça et altruiste, c'est les deux mots que j'utilise le plus souvent. Ensuite. Et autrui aussi. Ouais. Oui, alors altruiste, autrui, mes enfants, depuis qu'ils sont petits, ils connaissent ce vocabulaire depuis très longtemps. La base est l'altruisme. Donc, unité d'air. Mais, en centimètres carrés, combien fait mon unité d'air? Donc, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. 6. Donc, vous comprenez bien que je ne peux pas parler d'autre chose que d'unité d'air quand je n'ai pas des centimètres désignés explicitement. C'est pour ça que dans les sujets de bac, il y aura marqué calculer l'air en unité d'air, puis on vous demandera de la calculer en centimètres carrés. Donc là, il faudra regarder les chiffres. Est-ce que c'est OK pour tous au niveau de cette unité d'air? Oui. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Bon, on n'a pas encore fait beaucoup de calculs, hein, vous vous dites. Hein. Alors, on va continuer. En tout cas, vous savez calculer des intégrales quand c'est des aires fixes. J'ai fait un autre exemple, et là, je complique un peu. Pourquoi je complique? Parce que, au lieu que ce soit des segments, donc des triangles, carrés, rectangles, trapèzes, j'ai fait quoi? J'ai fait un demi-cercle ou un demi-disque. Bon. Alors, je vais demander à Emma. Je passe sur ce cercle-là que j'ai divisé en deux. Pardon. Je veux que tu me dises l'aire qui est représentée ici, comment elle s'écrit en termes d'intégrale. Sachant que la fonction que je vais donner, elle est égale à racine. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi c'est cette fonction-là? Oui. Parce qu'après, quand tu fais l'intuition, ça fait. Quand on va mettre au carré, on va avoir. Oui. Ouais. Et on peut avoir le volume de la sphère aussi avec, en partant de ça. Et on tombe sur le truc 4 tiers de pi r 3. Oui, alors c'était pas ça ma question, mais tu ouvres sur autre chose, c'est clair. Mais ma question c'était pourquoi d'après vous, pour dessiner cette partie de cercle, c'est racine de 4 moins x carré? Vous vous rappelez le cours de première équation de cercle? C'est quoi l'équation d'un cercle? L'équation de ce cercle, c'est quoi? Oui, mais l'équation de ce cercle, c'est quoi? Si je voulais le cercle en entier, ça serait quoi son équation? Oui, l'équation du cercle en entier, le cercle de centre en haut et de rayon 2, son équation, ça serait x carré plus y carré égale 4. Or, si j'isole le y, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que y carré égale 4 moins x carré. Et comment on enlève ton y carré? Racine, attention, il va y avoir deux possibilités. Racine ou moins. Donc, si je prends la racine, c'est la partie d'en haut. Et si je prends moins la racine, c'est la partie d'en bas. C'est pas anodin hein, ce que j'ai fait comme fonction. Je ne l'ai pas fait comme ça au hasard. C'est parce qu'au départ, j'ai une équation de cercle et j'essaye d'exprimer une fonction de x. Oui. Donc là, il n'y a pas de plus. Et là, enfin, là, il n'y a pas de moins. Là, il y a un moins. Donc cette partie-là, c'est la partie que je n'ai pas dessinée, elle serait en bas. La partie d'en haut, c'est celle-ci. Alors, je t'ai parti sur Emma. Moi, je voudrais que tu me dises cette aire-là. Tu me l'écrives en termes de intégrale. Alors, j'écris quoi? Le symbole intégral. Ensuite, borne supérieure, c'est le 2 ici. Et le moins 2. Donc vous voyez bien que les bornes supérieures, je les trouve sur les x, surtout vous regardez les x. Ensuite, j'écris quoi à l'intérieur? La fonction que j'utilise en l'occurrence ici, c'est... Et je n'oublie pas, surtout, sinon mon intégrale n'a pas de sens,
dx. Et vous savez représenter l'intégrale. Or, l'intégrale, c'est quoi la définition d'une fonction positive et continue? L'air en dessous de la courbe, l'axe des abscisses et les bornes. Ça tombe bien, c'est un demi-cercle. Est-ce que tu te rappelles la formule de l'aire d'un disque? Bon, dis-moi, puis je te dirai. Voilà, mais même si tu n'étais pas sûr, c'était bon. Donc vous vous rappelez l'aire d'un disque, pi r carré. Or là, c'est un demi-disque. Ok. Donc l'air est égal à pi r carré divisé par 2. Et Emma, ton rayon fait combien? 2. Donc ça va faire pi fois 4 divisé par 2. 2 pi. 2 pi quoi? Unité d'air. Ça va pour ça? Ça va pour l'instant? Bon, comme d'habitude, hein, ça commence tranquille. Et après, ça va se compliquer. Vous avez l'habitude avec moi. Hein? Oui. Fois 2. Entrée, c'est ça qui est intéressant. Eh ben, tu es en train de voir une première propriété des intégrales. Quand elle est symétrique, ta courbe, tu peux dire que c'est 2 fois l'intégrale de 0 à 2. Et vous allez voir toutes les propriétés que je vais vous montrer, elles ne vont utiliser que des propriétés d'air. Et c'est ça qui est puissant comme outil quand même. Hein. Parce que les airs, vous connaissez ça depuis que vous êtes petit. Et ça, c'est vraiment intéressant. On continue? Alors, vous comprenez bien qu'on ne peut pas rester comme ça. Pourquoi? C'est très réducteur de me contenter de vous donner cette définition de l'intégrale. Qui c'est qui peut m'expliquer pourquoi là? Au bout d'un moment, je vais être acculé quand même. Hein. Pourquoi? Oui. Parce que là, on n'a fait que des trucs un peu très simples. On a fait un rectangle, un rond, on a fait des trucs où on connaît l'équation, mais on n'a pas fait de trucs. Voilà. Je sais trouver l'air de ces figures-là. Ouais. Sauf que la vie, si elle était si simple que ça se saurait. Donc, vous comprenez bien que dans votre vie de mathématicien, vous n'allez pas rencontrer que des figures dont vous connaissez l'air. Ça serait trop simple. Donc, on va essayer d'introduire une nouvelle méthode qui va marcher cette fois-ci à tous les coups. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Elle va marcher à tous les coups qu'on pourra trouver une primitive d'une fonction donnée, et ça, c'est pas toujours valable non plus. Mais bon, c'est normal. En mathématiques, si on savait tout faire, le monde serait géré par les maths. Ce qui n'est pas le cas. Comme on a dit dans un concours d'éloquence, il y a quand même plus que des définitions, il y a les sens et les sentiments, quand même. Alors, on continue sur ça. Phase 2. Ça, c'est la phase la plus importante au niveau du sens. Je vous rappelle que, concrètement, les personnes qui ne vont pas assister à ce cours et qui vont me revoir la semaine prochaine, ça ne sera pas très grave. Elles auront perdu le sens, ou ne l'auront pas trouvé à un moment donné, elles vont le trouver plus tard, mais ce n'est pas ça qui va les empêcher à comprendre comment fonctionne le calcul intégral. Mais moi, j'aime bien prendre du temps pour donner du sens aux choses. Alors, regardez ce que j'ai fait sur ma figure. J'ai représenté une fonction qui, cette fois-ci, ne me permet pas de trouver une aire facilement. La fonction que j'ai représentée, je vous refais le schéma ici, c'est la fonction f de x égale 1 sur x. C'est représenté par un arc de quoi? Hyperbole. Pour une fonction 1 sur x, une fonction inverse, le nom de la courbe, ça s'appelle une hyperbole. C'est un arc d'ellipse. Comment? C'est un arc d'ellipse. Alors, c'est pas tout à fait ça. Quand même, Non, c'est pas tout à fait l'ellipse, en fin de compte. L'ellipse, c'est ça, c'est un cercle un petit peu écrasé comme ça. Ça, on va vous le cercle comme de... Mais tu as raison sur une chose, c'est qu'à l'époque des Grecs, je vous l'ai déjà expliqué, les cônes de révolution, Ouais. Bah oui, ils s'amusaient à couper avec un plan, et on voyait que, suivant l'inclinaison du plan, soit ça faisait une ellipse, un cercle, une hyperbole. Donc il y a un lien entre eux, c'est ce qu'on appelle les coniques en mathématiques. Il y a un lien entre tout ça. Mais c'est pas une ellipse. Donc si c'était une ellipse, ça serait une ellipse. Comme ça. C'est une hyperbole. Donc cette hyperbole, je ne prends que la partie qui est positive. Pourquoi je ne prends que la partie qui est positive et que je n'ai pas encore le droit de prendre la partie négative?
Ma définition, c'est bien marqué dans la définition. Une fonction f qui est positive et continue. Je n'ai pas le droit de partir dans un autre monde. Parce que... Bon, il y a Nirvana. Ouais. Alors on s'arrête là pour la pause, si vous voulez. Oui. Alors, là, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de trouver une méthode générale. Une méthode générale, pour cela, je vais définir une nouvelle fonction à partir d'une variable. Et à partir du moment où j'aurai défini une nouvelle fonction à partir d'une variable, je vais donc pouvoir la dériver. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir si, en dérivant cette nouvelle fonction, je vais tomber sur ma fonction petit f. Parce que si j'arrive à faire ça, ça veut dire que j'aurai construit un nouvel outil. Et vous savez qu'en mathématiques, ce qui est intéressant, c'est de construire des outils qu'on n'a pas pour essayer d'élaborer des théories qui vont nous aider pour aller plus loin. Donc, comment je vais fonctionner? Je prends ma courbe représentative de la fonction x qui associe 1 sur x. C'est une hyperbole. Je m'intéresse à une borne fixe. Donc, vous voyez que là, j'ai fixé ma première borne. La première borne que j'ai fixée, c'est le 1. Quelle est l'image de 1 par la fonction y sur x? 1. Bon, j'ai pas un repère orthonormé, c'est pas très grave. Ok. Je vais prendre une variable, petit a, qui va être, en l'occurrence ici, plus grande que 1. Le a, j'ai dû mettre que... Est-ce que je l'ai défini? Non, pas spécialement d'ailleurs. Le a, je le mets où je veux sur l'axe des abscisses. L'objectif, c'est d'étudier la dérivabilité d'une fonction p. Et qu'est-ce que c'est que cette fonction p? C'est l'aire délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et les bornes. Mais qu'est-ce que c'est que l'aire délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et les bornes? L'intégrale. C'est l'intégrale. Eh bien, on va l'écrire cette aire. Donc la fonction p de a que je cherche, qui est donc définie à partir de la variable a, cette fois-ci ma variable c'est la lettre a, c'est donc cette aire-là. Qui peut me dire en termes... Oui, là c'est un a. La variable que j'ai construite, c'est un a. Tu es bien dans la phase 2? Oui. Où est-ce que tu es? Ah non, c'est le point là. Le point, ça c'est un point ici. Mais pour l'instant, ne tiens pas compte de la figure. Prends juste la notion ici que j'ai une valeur a qui varie sur l'axe des abscisses. D'accord? Donc, qui peut me dire en termes d'intégrale, de notation, comment je peux écrire cette aire? Donc, Maxime. Le signe intégral. Alors, le signe intégral. Avec les bornes type 1 en 1 à a. Alors, si le a, je l'avais pris de l'autre côté, ça serait a à 1. Mais en fait, vous allez voir que les bornes, on s'en fiche un petit peu. Ce qui va changer, c'est le signe. Pour l'instant, je reste dans un ordre croissant. La fonction, c'est laquelle? 1 sur x, dx. Donc vous êtes d'accord pour dire que mon R, c'est bien l'intégrale de 1 à a de la fonction 1 sur x dx. J'ai le droit d'écrire ça, pourquoi? Définition. Parce que 2x c'est sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction est bien continue et positive. D'accord? Donc remarque, la fonction f de x qui est égale à 1 sur x est bien continue et positive. Surtout utiliser des objets que vous avez le droit d'utiliser sur 1 plus l'infini. Il y a des questions? Pourquoi on écrit ça? Parce que ma définition, elle ne marche que pour des fonctions continues et positives. Si vous avez une fonction qui n'est pas continue ou qui n'est pas positive, je suis dans un autre monde. Dans un autre monde, il ne faut pas continuer à fabriquer une théorie. C'est ce que vous expliquez. En mathématiques, on part de postulat, et à partir de ce postulat, on dit que c'est la vérité, et on établit des théories qui sont logiques par rapport à cette vérité-là. Mais si on partait d'un autre postulat, la vérité serait tout autre. Et donc, on aurait une autre théorie qui serait aussi pertinente que la première, sauf que ce n'est pas dans le même monde. Ce n'est pas dans le même monde au niveau des acquis qu'on a. Les intégrales, c'est que... Alors non, vous allez voir que les intégrales, ça peut être pour n'importe quelle valeur. Mais moi, je vais ouvrir après. Et pour l'instant, je me contente de ça, et après, je vais l'ouvrir, je vais me rendre compte que quand j'ai des valeurs négatives, je peux très facilement remonter à des valeurs positives en faisant quoi? En multipliant par moins 1. Donc chaque fois, je vais retomber dans ce cas-là. Mais là, on est encore trop loin. On commence par la base,
Et après, je vais ouvrir. Donc là, mon univers est petit. Je vais l'ouvrir petit à petit. Notation de l'intégrale, on est d'accord. N'oubliez pas que A est une variable. A, variable. Ça veut dire que si je dérive cette fonction, je ne vais pas tomber sur une constante, on est d'accord. Parce qu'il y a une variable. S'il y avait 2 ici, et si j'ai dérivé P de 2, ça ferait combien? P de 2, c'est une valeur fixe. Qu'est-ce qui se passe quand on dérive une valeur fixe? 0. Il y a vraiment quelque chose qui est très important. A étant une variable, je vais avoir le droit de dériver sans que ça donne 0. Si j'avais écrit P de 2 égale, c'est-à-dire que si A était fixe, dériver la fonction qui associe à x un nombre fixe, c'est lui associer 0. Hein. On est d'accord, la dérivée d'une constante, c'est 0. Oui? Est-ce qu'on pourrait faire avec deux variables? Alors, le problème, c'est que quand tu commences à introduire des variables, ça existe, mais tu as des dérivés qu'on appelle partielles. C'est-à-dire, soit tu dérives par rapport à la première variable, soit tu dérives par rapport à la deuxième. C'est un peu compliqué, je pense que déjà on va apprendre à dériver avec une variable, mais ça existe, oui. On va dériver souvent l'une ou l'autre, mais on est en post-bac là, on n'est pas en terminale. Bon, donc vous avez compris, l'idée c'est de montrer que cette fonction est dérivable, et mais je vais même vous dire plus, l'idée c'est de montrer que la dérivée de ça, c'est 1 sur A. Parce que ça c'est chouette si je montre ça. Pourquoi c'est chouette? Parce que je saurai que mon intégrale elle est dérivable et que la dérivée c'est la fonction f, et à partir de là, je vais pouvoir faire plein de choses. Et je vais pouvoir introduire la notion de primitive. Je vous rappelle que pour ceux qui ont déjà regardé un petit peu ce que c'était qu'une primitive, vous avez vu, c'est le contraire de la dérivée. C'est-à-dire que si f se dérive en f', la primitive de petit f, c'est la fonction qui, quand je vais dériver cette primitive, va donner petit f. Là, je vous ai perdu, j'en ai conscience, on va faire par étapes. Alors, on continue le raisonnement. Est-ce que vous vous rappelez, en première, comment vous aviez appris à dériver des fonctions quand vous ne connaissiez pas les formules? Alors, quelqu'un qui ne prend pas souvent la parole. Non, personne ne se rappelle parmi ceux qui ne prennent pas souvent la parole? En première, est-ce que vous vous rappelez, avant d'avoir introduit les formules de dérivée, on vous les avait, avant de vous les avoir données, on vous les avait introduits avec un concept. Avec la vitesse. D'accord. Est-ce que tu étais parti de la vitesse moyenne et que tu avais fait tendre les deux valeurs l'une vers l'autre? Oui, mais le concept mathématique qu'il y a derrière là, tu parles d'un concept physique, Martin? C'est pas le taux d'accroissement. Eh oui, si vous vous rappelez bien, c'est ce que tu voulais dire, Hugo? Oh, mais tant pis, ça sera la prochaine fois. Si vous vous rappelez bien, quand on ne connaît pas une formule de dérivée, on va la trouver. On va la trouver comment? En faisant le taux d'accroissement et en faisant tendre le petit pas vers combien? Vers 0. C'est exactement ce qu'on va faire ici. Je prends un H positif et je vais me débrouiller pour avoir un encadrement de mon taux d'accroissement. Donc la première étape, donc le but, je vais vous marquer, le but est de trouver la limite du taux d'accroissement. Et qu'est-ce que c'est que ce taux d'accroissement? C'est ce que vous avez appris en première, c'est la limite de P de A plus H moins P de A sur H quand H tend vers 0. Vous vous rappelez là le taux d'accroissement en première? Et si cette limite existe, elle s'appelle comment? Par définition, c'était la définition, le nombre dérivé. Si cette limite existe, elle s'appelle le nombre dérivé. Tout le monde se rappelle ça? Oui. Pourquoi si? Parce que des fois, quand tu vas chercher, exemple, si tu regardes la fonction 1 sur x, en 0, elle n'est pas dérivable. Ah, ok. Donc quand tu vas chercher la limite, tu auras une expression. Mais la limite ne sera pas finie. Ça marche. Donc, j'ai bien précisé, si la limite existe, elle sera égale au nombre dérivé. Parce que quelquefois, il n'y aura pas, et c'est pour ça qu'on démontre que des fonctions ne sont pas dérivables. C'est justement parce que cette limite n'existe pas. Ok? Et on va faire ce principe-là pour trouver la dérivée. Et le but, je vous ai dit, c'était quoi? C'est de montrer que P' de A est égal à quoi? 1 sur A. Ça va être le but.
Et là, on aura un truc qui marchera à tous les coups. Alors, je vous ai aidé un petit peu. Je vous ai demandé, avant, de prendre des considérations géométriques. Et là, vous dites merci d'avoir fait des découpages en primaire pour essayer d'encadrer une valeur. Alors, voilà ce que je vous demande de faire. Je vais garder ma figure parce qu'on va en avoir besoin. Puis, j'ai passé une partie ici. Tout ou pas tout? C'est bon? Alors, on vous demande de prouver l'inégalité suivante. Montrez que H fois F de A plus H est inférieur à P de A plus H moins, là vous dites, oh, ça commence à se compliquer. Eh bien, pas tant que ça. Vous allez voir pourquoi. Donc, on vous demande de montrer ça. Alors, la première chose que je dois faire, c'est faire un dessin. Vous savez que j'aime bien les dessins, même si je ne suis pas douée, hein, Elena est beaucoup plus douée que moi. Quand je dis beaucoup plus, pardon, c'est à l'échelle, je ne sais pas, 10 puissance 1 million peut-être, hein, mais bon. Donc, le but, mon H, je l'ai pris positif cette fois-ci. Vous vous rappelez, on faisait chaque fois un H positif, un H négatif, il fallait que la limite soit la même de chaque côté. Et pourquoi, d'après vous, c'est important d'avoir un H positif et un H négatif ici? Le taux d'accroissement, on divise par combien? Par H. Qu'est-ce qui va se passer en divisant par H dans mon inégalité? Eh bien, tout va dépendre de H, justement. Si H est positif, ça va changer de l'inégalité. Si H est positif, ça va garder l'inégalité. Si H est négatif, ça va la changer. Donc ici, je vais partir sur un H positif. Et qu'est-ce qui va changer aussi géométriquement dans ma figure, si le H est positif ou si le H est négatif? Là, il y a un A. Si le H est positif, je me décale où? Je me décale vers la droite. Mais si le H était négatif, donc qu'est-ce qui va changer? C'est les R. C'est pour ça qu'on va être obligé de décomposer suivant le signe de H. Vous avez compris pourquoi on est obligé de voir le signe de H? Alors, oui. Par contre, je ne comprends pas d'en montrer que pourquoi il y a un F ou un F qui arrive après le H. Ça fait H fois. Parce que ma fonction, elle s'appelle f de x et je vais en avoir besoin. Je vous rappelle que je dois trouver un lien entre la dérivée de P et F, justement. Et c'est là où je vais trouver le lien. C'est ça qui m'intéresse. Alors, qui peut me dire qu'est-ce que c'est que P de A plus H moins P de A à partir de ma configuration ici? Je viens de faire ça. Je vous rappelle que le but, c'est de faire H, de tendre H vers 0. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se rapprocher. Donc, P en final va faire 0. Bon. Est-ce que quelqu'un pourrait me dessiner cette aire-là, s'il vous plaît? Comment on pourrait la décomposer, cette aire-là? Donc, l'aire verte. Pensez découpage. Qu'est-ce que c'est que cette aire-là? Donc, moi, je vous rappelle qu'on a défini l'aire de 1 à 1. C'est ça qu'on a défini. Donc, est-ce qu'il faut revenir à l'aire de 1 à 1? Ben, si, parce que moi, ce que j'ai défini, c'est l'aire de 1 à 1. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait me dire, cette aire verte, est-ce que je peux la construire à partir de 1 ici? Alors, qui peut me dire? Ça fait. C'est toujours les mêmes qui répondent. Ouais. Bon, Jordan, bon, tu peux y aller. Intégrale en bas. Alors, l'aire verte ici. Alors, on peut l'écrire de quelle façon? On peut l'écrire intégrale. 1 et en haut on met A plus H. Oui. Donc là, tu es en train de faire. On va l'écrire avec f de x. Non, parce que tu vas voir. C'est ça. Comment? Là, tu es en train de faire, quand tu écris cette notation, tu es en train de faire cette grande aire-là. On est d'accord? Et Jordan? Et après on enlève. Et on va enlever. L'air. Voilà, on va voir si tout le monde a compris. Tout le monde a compris ce qu'a proposé Jordan? En fin de compte, pour avoir l'aire verte, on va prendre l'aire ici, c'est-à-dire toute cette aire-là,
Et on va lui enlever l'air noir ici. On est d'accord, par découpage, ça marche bien. Mais cet air-là, en termes de la fonction P, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle que la fonction P, c'était quoi? Je vais vous la réécrire là. P de A, c'était l'intégrale de 1 à A de f de x. Donc c'est fini. On va continuer avec Jordan. Qu'est-ce que c'est que cette intégrale-là en termes de fonction P? P de A plus H. Oui. Moins P de A. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce qu'on remarque? Eh ben, c'est... On tombe sur l'expression d'en haut. Donc, je dois encadrer l'aire verte par une aire plus petite à droite et par une aire plus grande à gauche. Ou le contraire, il faudra que je reprenne mes problèmes de latéralisation. De ce côté-là, c'est à gauche, de ce côté-là, c'est à droite. Et le pire, c'est que ça va rester dans la vidéo. Donc, là, je vais donc devoir encadrer par une valeur plus petite à gauche. Mais bon, de mon côté, c'est à droite. Hein, c'est ce qui explique que je me suis un petit peu trompée. Et une valeur plus grande à droite. Ça, on est d'accord? Qui peut me dire, et là, c'est hyper facile, comment vous pouvez encadrer cette aire-là par une aire facile à calculer? Et les aires faciles à calculer, c'est quoi? C'est des... Oui, mais lesquelles figures? Rectangles. Hyper facile. Cette aire-là, je veux l'encadrer par un truc en haut, un truc en bas. Comment je construis les rectangles? Robin, comment je construis les rectangles? Je cherche une autre couleur. T'as une idée? T'as une idée ou pas? Non. Fabio, t'as une idée? Des angles droits. Oui. Donc, je vais construire un premier rectangle ici. C'est le rectangle d'en bas. Et si là vous dites, quand même, elle est ingénieuse, hein, Madame Cohen. On a fait tout un truc qui a duré 1h30 en pensant que ça servait à rien. Et on revient exactement sur le même schéma. Bon, je sais, mes chéris enflent, mais bon, c'est pas très grave. Ça ne se verra pas sur la caméra, parce qu'on ne le voit que de haut. Donc, et ça c'est intéressant. Pourquoi, Fabio? Parce que, est-ce que tu peux me dire, ce petit rectangle-là, quelle est son aire? Là, cette valeur-là, on va l'encadrer par l'aire du rectangle inférieur et par l'aire du rectangle, on va l'appeler, et l'aire du rectangle supérieur. Alors, l'aire du rectangle inférieur, quelle est la largeur ici? Elle mesure combien? Entre A et A plus H. Oui, mais justement, tu es entre A et A plus H. Plus H moins H. A plus H moins A. Donc ça fait H. H fois, quelle est la hauteur? 1 sur X. Non. Ah non. Ah oui. L'image de A plus H. Donc la hauteur, ça va être fois f de A plus H. Pareil de l'autre côté. Quelle est la largeur du triangle, du rectangle supérieur? Toujours la même. Oui. H. Et quelle est la hauteur? F de A. La hauteur, elle est là. F de A. F de A. Et là, on se dit quoi? C'est bizarre, on retombe sur ce qu'il y a. Wow, si vous voulez, on retombe sur l'expression. Et banco. Pourquoi banco? Pourquoi? Le but, je vous avais dit, c'était d'encadrer le taux d'accroissement. Mais quand vous avez cette expression ici, il suffit juste de faire une petite manipulation et vous aurez votre taux d'accroissement. Qu'est-ce que c'est que la manipulation que vous devez faire, Martin? Juste par H. Tout divisé par H. On n'oublie pas, et c'était là où c'était important, qu'on a pris un H qui était positif. Donc quand vous allez diviser par une valeur positive, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça reste. Ça ne va pas changer le sens.
Puis-je effacer cette partie-là? On attend un petit peu sinon. Non, c'est pour le plaisir de vous la faire. Non mais c'est vrai, en plus ça c'est pas de nous ça. Et je trouve que ça fait bien comprendre les choses. Et j'ai le temps. Enfin, j'ai le temps, pas tant que ça. Mais moi je déteste balancer des formules sans que je vous ai donné du sens. Donc, oui. J'ai pas compris pourquoi P de A plus H c'était la même chose que l'intégrale. Parce que ma définition de la fonction A elle a été définie comme ça. La définition de P de A elle a été définie comme l'intégrale de 1 à A de f de itx. C'est nous qui l'avons fixé. Oui, ça a été fixé comme ça. Au début, dans l'activité, il y avait marqué P de A dissimilaire entre la courbe, les abscisses, la borne 1 et la borne A. Or, l'air, c'est une intégrale. C'est ce que j'ai écrit au départ. Donc ça, c'est ma définition de P de A. Et la définition qui peut changer selon les exercices. Oui. Oui, c'est juste pour faire ma démonstration. C'est pas quelque chose à savoir par cœur. Tout ce que je vous fais là, c'est pas à savoir. C'est juste pour vous permettre de comprendre pourquoi je vais vous balancer à un moment donné. Grand F est une primitive de petit f si. Ouais. C'est peut-être de la perte de temps, mais moi je ne pense pas. Je pense que c'est intéressant que vous voyez d'où ça vient. Bon, c'est bon, je peux effacer de la partie là. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est ça. Alors, je divise tout par h, j'ai le 3, puisque moi je suis positif, je n'oublie pas. Donc quand je divise par h, j'ai, et là on se dit, c'est sympa quand même parce que, qu'est-ce qui va se passer quand je divise par h à gauche et à droite? Le h se simplifie, et en passant la limite, qu'est-ce qui se passe? Ça tend vers quoi quand je tend vers 0? F de A. Ça tend vers quoi? F de A. C'est pas beau ça? Vous venez de voir que la dérivée de P' de A, c'était F de A. Et là, vous êtes passé au stade au-dessus. Parce qu'à partir de là, vous allez donc pouvoir prouver que quand on fait une intégrale, il faut juste trouver une fonction qui, quand vous allez la dériver, va donner petit f. Vous êtes d'accord? C'est fini. À nous après à apprendre comment on trouve des fonctions qui, quand on les dérive, donnent petit f. Et c'est ça que je vais vous apprendre. Donc, la limite, d'après le théorème des gendarmes, le théorème des gendarmes, pareil, vous ne saviez pas que ça allait autant vous servir. Hein, ce qu'on appelle aussi le théorème d'encadrement. Et vous ne savez pas, mais heureusement que la fonction est continue, parce que comme la fonction est continue, je peux directement remplacer page h par 0. Si la fonction n'était pas continue, je ne pourrais pas le faire. Mais ce n'est pas au programme de terminale. Mais la continuité est très importante. Comme limite de f de a plus h quand h tend vers 0 égale f de a, la limite à gauche et à droite sont les mêmes. Vous êtes d'accord? Oui. Si les limites à gauche et à droite sont les mêmes, c'est que la limite qui est entre les deux est la même. Alors, limite de P de A plus H moins P de A sur H, quand H tend vers 0 positivement, vous vous rappelez les histoires de positif, négatif, quand vous avez fait le petit tuto sur la chaîne? Limite à droite, limite à gauche, ok? Est égal à F de A. Mais ce truc-là, c'est quoi? C'est quoi ça, cette limite-là? C'est la définition du nombre dérivé en A. Concrètement, vous allez arriver à P' de A égale F de A. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fonction P? Alors, vous ne savez pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est une fonction qui, quand vous la dérivez, tombe sur F. Et c'est là où on va définir la notion de primitive. Alors, pourquoi ça s'appelle une définition? Ben parce que je donne un nom à quelque chose que j'ai trouvé. Je donne un nom à quelque chose que j'ai trouvé, c'est je le définis. Et ça, c'est un outil qui va être puissant. Oui. Alors, c'est pas tout à fait fini. Ça, c'est la dérivée en vrai de en droite. Petite précision par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Je suis allée trop vite. Parce que pour pouvoir dire qu'une fonction est dérivable en un point, il faut qu'elle
qu'elle soit dérivable à droite et à gauche. Et c'est vrai que tout à l'heure on m'a dit, ok, on a fait le h positif, mais ça ne prouve pas que la fonction est dérivable. C'est vrai. Donc on va faire exactement la même chose avec un h négatif. Ce qui va changer dans l'inégalité, c'est quoi? Puisqu'on va diviser par un h négatif, c'est le sens. Mais les limites à droite et à gauche vont rester les mêmes. Elles vont rester égales à f de a. Et là, c'est rigoureux. Vous avez une limite à droite qui est égale à f de a. Vous avez une limite à gauche qui est égale à f de a. Donc, la fonction est dérivable. Et on peut même dire que la dérivée de a est égale à f de a. Et bien ça permet de définir une nouvelle notion. C'est la notion de primitive. D'habitude, on dérive f et on trouve f', vous êtes d'accord? On dit que f' est la dérivée de f. Là, on fait le contraire. On trouve pas f au départ. On trouve une fonction qui, quand on va la dériver, va donner f. Donc, on trouve un procédé inverse. Et bien ça va s'appeler une primitive. On va dire, et quand je dis on va dire, c'est une définition. Ça s'apprend. On va dire que la fonction grand P est une primitive de la fonction f. C'est-à-dire que la dérivée de grand P est égale à f. Ça, c'est une définition que vous devrez savoir. Qu'est-ce que c'est que la primitive d'une fonction? C'est une fonction qui, quand... Tu vois, j'écris bien, non? C'est pas la primitive. C'est mieux. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive d'une fonction? C'est une fonction qui, quand on va la dériver, on va tomber sur petit f. Et j'ai même autre chose. C'est que maintenant, vous allez pouvoir calculer une intégrale en utilisant cette primitive. C'est-à-dire quoi? On va même pouvoir écrire que l'intégrale de a à b de f de x dx est égale à quoi? Alors je vais reprendre le principe des aires. Je refais le petit schéma, ma fonction, et on partait de 1. Moi, je veux l'intégrale de a à b, de 1, pardon. Qu'est-ce que c'est que l'intégrale de a à b? C'est l'aire ici, on est d'accord. Tout le monde a compris, hein? L'intégrale de a à b, de f du dx, c'est l'aire entre la courbe, les abscisses, et les deux droites qui correspondent aux bornes. Si je veux décomposer avec ma fonction de défendre, ça serait donc en termes de différence d'air, c'est ce que Jordan a dit tout à l'heure, pour avoir mon aire assurée ici, il faut que je prenne ma grande aire là qui va de A à B, vous êtes d'accord? Donc si je prends l'aire qui va de A à B, elle se désigne comme ceci. Et que je lui enlève quelle aire? Celle de A. Mais qu'est-ce que c'est que l'aire de A à B en utilisant la fonction P? C'est la définition, c'est ce que tu demandais à Nicolas. En fait, quand P de A, qu'est-ce que c'est? Ben, je viens de répondre à la question. C'est P de A. Alors, pas P de A ici, puisque ça va de A à B. C'est P de B moins P de A. Et en plus, là, je viens de trouver une façon de calculer une intégrale avec une fonction. Et ça se calcule comment? Ça se calcule en faisant la différence de la primitive aux bornes. Alors, on va faire un petit exemple pour que vous compreniez. On va partir sur un exemple simple. Oui. Il y a qu'une primitive. Alors non, il n'y a pas qu'une primitive. Parce que, en gros, il va avoir une forme générale de primitive qui va être unique. Mais vu qu'on va dériver cette primitive, il y a quelque chose quand on le dérive qui disparaît. C'est quoi? C'est les constantes. C'est les constantes. Donc quand vous avez trouvé une primitive, en fait vous en avez une infinité qui se trouveront en ajoutant une constante. Pourquoi? Parce que quand vous allez dériver la constante, mais la forme générale de la primitive, elle sera unique. À simplification près, hein. Après ça dépend si les formes sont simplifiées ou pas. Mais la forme générale, elle sera unique, à une constante près. Oui. Ça porte pas de nom. En primitive de fois, mais... Je crois pas, sauf peut-être quand...
peut-être dans la dérivée seconde et que tu veux retrouver f au départ, mais si tu as une dérivée seconde et que tu veux retrouver f éventuellement, mais non, concrètement, on ne s'en sert pas spécialement de faire des doubles primitives. On va s'en servir peut-être post-bac pour faire des intégrations par partie, mais on ne les fera pas de suite. On fera d'abord une primitive et après encore une autre primitive. Mais pas, le but, ça ne sera pas de le faire de suite. Je peux effacer là? Alors, on va essayer de voir maintenant si vous avez compris comment concrètement, parce que vous avez bien compris que concrètement, vous n'allez pas faire des rectangles en dessous ou dessus, faire tendre la limite. Hein. Vous avez compris que ça, c'était comme mon activité de démarrage. Maintenant, là, c'est fini. Maintenant, on va utiliser cette méthode. Comment? Oui, mais non, mais ça, on l'a montré, donc je peux le faire maintenant, je l'ai montré. Donc, alors, juste qu'on reprenne le cours, qu'est-ce qu'on appelle une primitive? Ben, c'est une fonction grand F telle que la dérivée de grand F soit égale à petit f, ça vous avez compris. Comment elle se note? Eh ben, elle se note l'intégrale de ax de f de ttt, puisque je vous rappelle que la primitive, c'était l'intégrale. C'est pas pour rien que j'ai parlé de tout ça. Donc ça, vous devrez le savoir. Hein. Vous vous rappelez? Théorème, définition à savoir. Je ne vous l'écrivais pas, mais vous devez le savoir. Et la dérivée de ça, c'est ça. Alors ça, c'est très intéressant. Si je regarde ma notation, P de A, intégrale de A de x, on vient de dire que la dérivée de A, c'était quoi? La dérivée de P de A, c'était quoi? On vient de dire que la dérivée de P de A, c'était quoi? F de A. C'est la notion de primitive. Et souvent, vous, cette définition, vous la perdez de vue quand on vous demande de simplifier des fonctions. Si je vous écris un exemple, si je vous écris f de x est égal à l'intégrale de 1 à x de x carré dx, alors, ça, c'est pas très beau. Qui c'est qui peut me dire pourquoi c'est pas très beau? Qu'est-ce qui se passe ici qui me perturbe un peu? Oui. Parce que là, on a mélangé la borne et la variable. Oui, alors, quand la borne et la variable s'appellent pareil, on va changer et on va dire que c'est t dt. Ou k dk. Epsilon d'epsilon. Après, c'est plus loin à écrire. Mais il faut éviter d'avoir la même lettre ici et ici. Quand je dérive, et c'est là où vous dites, vous ne savez jamais faire ça, sauf que c'est votre définition première. Quand je dérive ça, ça donne quoi? Non, pas un. Ça donne quoi quand je dérive P? F de A. Donc ça donne quoi? Oui, et donc quoi? Oui, et non. F' de x, ça donne F. Attention. Ça donne TK. C'est pas T. Voilà. Et vous, souvent, vous êtes bloqué alors que c'est la base. La dérivée de cette intégrale, c'est la fonction. C'est comme ça que je vous l'ai introduit. Et il y a des exercices où on vous dit, quelle est la dérivée de grand F? Et là, vous paniquez. Oh, mais comment fait-on? Et même là, vous êtes déstabilisé. Je vous ai demandé quelle est la dérivée de grand F, vous ne saviez pas trop quoi répondre. Mais qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que grand F, c'était défini par l'intégrale, et que la dérivée de grand F, c'était petit f. Et petit f, c'est quoi? C'est x carré. Par contre, ce qui est important, Quentin, c'est de garder la même lettre ici. Ok? Ça, je vous le dis parce que souvent, quand on pose l'exercice dessus, vous êtes complètement bloqué. Vous avez oublié la définition. Oui? Mais en parenthèse, par exemple, f de x, c'est toujours ce qu'on met dans la bande de fonction. Là, ici. Là, quand vous allez dériver, oui, ça va vous donner la variable, justement. Mais c'est ce nombre-là que... Si là, j'avais écrit A, ça m'aurait donné f' de A égale A carré. C'est ma variable, je la définis comme ça. Ça va pour ça? Donc, si vous voulez, quand vous avez ça dans un contrat, dans un sujet de bac, ne vous dites pas, que dois-je faire? Vous dites, ouais, je l'ai fait ça, c'était la définition. La dérivée de grand F, c'est petit f. Ok? Et c'est là où c'est important, Maxime, de ne pas avoir deux variables, parce que ça ne marche pas quand tu as deux variables, bien sûr. Parce que tu n'as plus la notion de dériver en fonction d'une variable. Donc, c'est parce qu'il y a une constante et on se rendra compte que la constante, on s'en fiche complètement. Vous avez vu qu'elle n'intervient pas ici? Donc, ce qui compte, c'est que la variable ici. Alors, on fait un exemple pour voir si vous savez faire.
Est-ce que j'en ai donné? Exemple auto. Ah, alors, je ne vous ai pas donné le plus facile. Je vais vous en donner un plus facile avant quand même. Parce que ça va sonner dans 3 minutes, donc on va faire un truc hyper vite. On va reprendre l'activité de démarrage. Vous savez plus quelle fonction dans l'activité de démarrage? Et cette fois-ci, au lieu de le démontrer par un encadrement de suite, on va utiliser notre petite formule. Je veux l'intégrale de 0,1 x carré dx. Donc, exemple, à partir de l'activité de démarrage. Ma fonction f de x est égale à x carré. Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelle est une primitive de x carré?